Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial du Courrier de la Sterne parce qu'ensemble, nous allons découvrir quel est l'oiseau de l'année 2024. Bon, de Nouvelle-Zélande, mais quand même, c'est un oiseau très intéressant qu'on va évoquer ensemble dans ce nouvel épisode. Comment ça va Sophie ? Eh ben écoute, plutôt bien. Frisqué par chez nous, un peu froid. Frisqué. On a eu la première pluie de l'année. Bah nous, il n'arrête pas de pleuvoir depuis ce matin, ça n'arrête pas. Eh ben faudrait nous en envoyer un petit peu parce qu'ici on en manque. Très honnêtement, c'est sec, hein, donc... Eh ben écoute, on va faire ce qu'on peut. On va larguer des cargaisons de nuages et puis on verra ce que ça peut donner. Ah bah merci. Enfin. Enfin, carrément. Sophie, tu nous parles de quoi ce soir ? Enfin, aujourd'hui, oulala. Bref. Ça commence bien. Et ben ce soir ou aujourd'hui, comme vous le souhaitez en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, hein, on n'a pas de souci avec ça, eh bien on va parler de mésanges. Voilà. Et d'hybridation. Et donc moi je vais parler de l'oiseau incroyable de l'année 2024. Mais avant de parler de tout ça, petite rétrospective sur les sujets qu'on a balayés du coin de l'œil qui auraient pu être intéressants à évoquer dans cette émission. Mais on va surtout revenir sur notre... vous savez, notre perroquet qui dort la tête en bas. On n'avait pas dit que c'était un perroquet la dernière fois, mais du coup, vas-y, dis. Mais si, on avait dit que c'était un perroquet, mais non, on n'avait pas dit même ça. pas. Oh mince, je me rappelle plus. Donc il s'agit du corylis à tête bleue. Et je savais que cet oiseau avait donc un comportement étrange qui est juste de se suspendre justement pour dormir la tête en bas. Voilà. D'accord. Fantastique. Voilà, j'ai mis quand même un peu de temps avant de le retrouver, mais voilà. Bah sache que c'est pas le seul perroquet qui dort à la tête en bas en fait. Non, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plein. Mais même si vous avez d'ailleurs des perruches ondulées à la maison, ça peut leur arriver de dormir la tête en bas. Elles se baignent parfois la tête en bas. Oui, mais c'est surtout que si tu veux, la tête en premier, vas-y. C'est un plongeon en fait, tu sais. J'ai trouvé que ça comme information. Elles dorment la tête en bas et parfois se baignent la tête en bas. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais... Bah c'est comme nous, on met la tête sous le jet d'eau peut-être, je sais pas. Peut-être, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder dans cette émission et que finalement on va parler de mésanges? Eh bien j'avais envie, alors c'est pas un sujet exactement sur les oiseaux, mais c'est un sujet sur la biodiversité en général, et j'ai vu passer dernièrement une possibilité de participer à des programmes de sciences participatives. Alors c'est quelque chose qui est notamment soutenu par le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Il y a une plateforme dont on vous mettra les liens en description évidemment, avec les programmes, les protocoles qui sont proposés en sciences participatives auxquels vous pouvez participer. Il y a tout de prévu sur la plateforme, évidemment c'est gratuit, vous avez tous les guides, et tout est prévu déjà, il y a qu'à télécharger ce qu'il vous faut et à envoyer vos résultats au laboratoire. Et il y en a un notamment que moi j'ai un petit faible, alors j'aime beaucoup les oiseaux, hein, évidemment, mais j'ai aussi un autre animal fétiche, c'est l'escargot, voilà. Et notamment, il y a un protocole qui s'appelle Opération Escargot, qui a été mis à jour le 18 de ce mois-ci, avec un super petit guide de terrain sur tous les escargots, enfin pas tous les escargots, mais les escargots les plus courants en métropole, que vous pourrez retrouver sur le site directement, avec un petit protocole pour aider les scientifiques à trouver, à savoir dans quel état sont les populations d'escargots en France. Et donc c'est très très simple, hein, il s'agit juste de mettre une coupelle ou un bout de bois dans votre jardin et de photographier les espèces que vous allez trouver dessous à un certain intervalle de temps, et d'envoyer tout ça sur une petite fiche récapitulative au laboratoire. Et donc voilà, on vous mettra les liens si vous voulez. Moi j'aime beaucoup ces animaux et je trouve le guide absolument magnifique. Il est très très bien fait, il s'appelle le guide Coquille et Mucus, voilà. Et vous pouvez même l'obtenir au format papier si vous voulez. Il y a une petite adresse qui est prévue, vous avez qu'à envoyer
une lettre affranchie. Je crois que c'est 4,30 € ou un truc comme ça, avec l'adresse qui est notée en dessous. Voilà. Ah, bah fantastique, c'est bien, on parle de plus en plus de biodiversité dans le courrier de la Sterne, et pas forcément uniquement d'oiseaux, mais oui, il y a plein de programmes de sciences participatives. Si vous êtes à Paris, et on revient dans le domaine des oiseaux, vous avez Corneille Paris pour suivre les corneilles, notamment du Jardin des Plantes, et puis vous avez d'autres, d'autres séances qui sont organisées de sciences participatives tout au long de l'année. Il y a le comptage, il y a le comptage Des oiseaux des des jardins oiseaux migrateurs. aussi. Alors, des oiseaux des jardins au mois de janvier, mais il y a Voilà. aussi la journée internationale de la migration, Oui. qui aura peut-être lieu au moment où on aura évoqué cet épisode, je ne sais plus. Oh, c'est Mais possible. voilà, en tout cas, il y a de quoi faire. Allez, dernière petite anecdote pour la rétro, on parle du macareux huppé, que tu connais peut-être, Sophie, Oui. qu'on trouve principalement dans l'océan Atlantique. Et l'intérêt de l'étude qui avait été menée par quelques scientifiques, c'était d'étudier le caca du macareux huppé Ah. pour savoir ce qu'il mangeait. Mais c'est génial. Et oui, parce que le problème, c'est que le macareux huppé, il habite dans des endroits pas forcément faciles où on doit se rendre. Mhm. Et donc, du coup, et surtout, on doit éviter de déranger l'oiseau. Et donc, du coup, en étudiant les fesses de nos chers amis les macareux, les scientifiques ont pu déterminer que nos chers amis étaient capables de manger plein de poissons, du calmar, du crabe, de la crevette, des insectes également, Oh. lorsqu'ils sont sur Terre. Voilà, petite étude assez intéressante. Mais oui. Et grâce aux analyses génétiques qui ont été réalisées dans ces fientes, on a pu identifier tous ces animaux qui sont mangés par l'oiseau. Mais c'est trop bien. Mais ouais, Un incroyable. régime alimentaire un peu opportuniste du coup. Régime alimentaire opportuniste, pour ce qui est des insectes peut-être, mais Mhm. après poissons et crustacés, ça reste quand même dans Ça semble dans logique. son aire de Jusque-là, répartition. Ouais, absolument. tout va bien. Donc voilà. Allez, on part pour l'émission désormais. On va parler de mésanges pour Oui. comme à chaque 7-8 épisodes. Il faut toujours revenir aux Courrier de la mésanges. Sterne. C'est une valeur sûre, Non, tu il y vois. a toujours mésanges. Moi, je Alors, trouve que c'est le qu'est-ce mieux. qu'on a découvert désormais sur les mésanges? Oh, bah, est-ce que tu te souviens, on avait fait un épisode il y a déjà quelques temps sur une hybridation entre deux espèces. Alors, il me semble que c'était des mésanges aussi, mais c'était pas les mêmes espèces dont on va parler. Mésanges de Chine, Voilà. non? Quelque chose comme ça? Non, c'était l'Amérique du Sud. Alors, je sais plus lesquels exactement. Ah, c'était l'Amérique du Sud. Oui. Et j'avais. Je me souviens Non, plus. c'était pas des mésanges, autant pour moi, mais c'était des oiseaux en Amérique du Sud. Ah oui, je me ouais, souviens ouais. du coup. Oui, en forêt amazonienne, qui avait justement une aire de répartition intéressante et qui Mm. arrivait à s'hybrider ensemble. Et on avait noté un changement de déjà des deux aires de répartition des deux espèces différentes, et ensuite un changement du coup de l'endroit où se situait la zone d'hybridation entre les deux espèces. Mhm. Et donc cette fois-ci, on est parti sur un petit article. Alors un petit article qui est paru dans Scientific American et que je vous encourage vraiment à lire parce que celui-là, on est sur un article plus ou moins vulgarisé, même si on reste assez pointu quand même dans ce qu'on dit, mais on est quand même sur un peu de vulgarisation plutôt que de la science dure pour changer. Et sur cet article vulgarisé, du coup, on va nous parler de ces deux espèces de mésanges qui ont soudainement, pas exactement soudainement, mais qui ont eu un changement dans leur aire de répartition et un phénomène d'hybridation. Alors il s'agit de deux espèces que vous connaissez peut-être, on va parler de la mésange de Caroline et de la mésange à tête noire. Si ça vous dit quelque chose, la mésange à tête noire, vous devriez la connaître pas mal. La fameuse mésange à tête noire qu'on donne souvent en identification en France, mais qui ne s'appelle pas mésange à tête noire. Il n'y a aucune mésange qui s'appelle mésange à tête noire en France. C'est la mésange noire, et non pas la mésange à tête noire. Mais vous avez la mésange nonnette aussi en France. La nonnette, absolument. Un petit chapeau noir. Mm. Et donc celle-là, la mésange à tête noire, donc c'est la mésange nord-américaine, on est bien sur celle qui vient des US, et la mésange de Caroline lui ressemble
beaucoup. D'ailleurs, les deux espèces se ressemblent beaucoup au niveau morphologique. On est sur un petit chapeau noir, le cou avec une bande noire aussi, une bande blanche du bec jusqu'à l'arrière de la tête. Et au niveau du corps, on est plus sur des tons un peu grisâtres avec un ventre plus dans les jaunes. Alors un peu plus jaune chez la mésange à tête noire, mais bon, on reste quand même sur des oiseaux qui sont très très proches, qu'on peut tout de même différencier pour l'observateur averti, mais pour celui qui s'y connaît un peu moins, ça va être compliqué de différencier les deux comme ça du premier coup d'œil sans les voir côte à côte. Alors, l'horaire de répartition, il y a encore quelques dizaines d'années, n'était pas si proche que ça, mais dernièrement, les deux mésanges ont commencé à s'hybrider, au niveau notamment de l'Ohio, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, et sur plusieurs États à proximité. Et on a découvert des populations d'oiseaux qui étaient à moitié mésanges de Caroline et à moitié mésanges à tête noire. Et alors, d'ailleurs, ça a été étudié pendant, du coup, un peu plus d'une dizaine d'années, où on a commencé à essayer de compter dans les nids, déjà de capturer les deux parents, voir s'il y avait des individus qui étaient des deux populations, et puis de voir un petit peu ce qui se passait après, parce que ce qui est intéressant non seulement c'est de compter le nombre d'hybrides, mais aussi c'est de savoir est-ce que les hybrides ça va, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'ils sont fertiles, est-ce qu'il y a des différences avec les adultes des deux autres populations, enfin bref, qu'est-ce qui se passe en gros. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet. Et alors ce qui a été intéressant c'est que déjà au niveau des hybrides, on va avoir quelques petits soucis. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les hybrides, ils sont... la recombinaison génétique entre les deux populations ne se fait pas forcément très bien. Et donc, quand on a les deux parents qui ne sont pas de la même espèce, on va avoir chez les œufs et chez les jeunes après une mortalité beaucoup plus grande. C'est-à-dire que, par exemple, il peut arriver que sur un nid avec 8... voire même 10 œufs, on n'ait qu'un seul œuf qui arrive à éclosion. Et c'est assez commun pour ces parents qui sont de deux espèces différentes, en tout cas dans ce cas-là, parce que visiblement la recombinaison ne se passe pas très bien. Donc on a une séparation génétique finalement entre les deux espèces, même si elles se ressemblent beaucoup au niveau morphologique, la séparation génétique est finalement assez importante, ce qui fait que la recombinaison entre les deux se passe pas toujours très très bien. De plus, lorsqu'on s'intéresse à l'avenir de ces hybrides, une fois, mettons, qu'ils ont réussi à éclore et atteindre l'âge adulte, il y a des tests qui ont été faits sur les oiseaux en question, et on sait d'habitude que les mésanges, c'est quand même pas une autruche, c'est assez intelligent, si on parle d'intelligence en termes généraux. Tu es en train de discriminer l'autruche. Ah, mais je discrimine l'autruche. Elle va mal le prendre. Ah, elles vont mal le prendre, mais je pense qu'elles ne s'en rendront pas compte. Tu es la plus proche des autruches de nous deux. Oui. J'essaie de pas être trop proche, cela dit, parce que c'est un peu dangereux. Et du coup, pour bien les connaître, je peux vous assurer que l'autruche, c'est pas le haut du panier en ce qui concerne l'intelligence. Pour les mésanges, par contre, on est sur des oiseaux qui sont capables de résoudre des petits puzzles, des petites énigmes, sur des animaux qui sont, notamment dans le cas de ces mésanges-là, qui sont capables de cacher des milliers de graines pendant l'été et l'automne, pour essayer ensuite de les retrouver pendant l'hiver dans ces cachettes, parce que c'est la manière dont ils survivent pendant l'hiver. C'est-à-dire qu'ils ont fait comme des écureuils, un peu des provisions pour l'hiver, et puis voilà, ils les mangent pendant l'hiver, et ils doivent retrouver ces cachettes une par une pour savoir où elles sont. Et d'ailleurs, c'est un comportement que vous voyez à la mangeoire. Si vous avez une mangeoire, vous avez parfois des mésanges qui prennent des graines et qui ne les mangent pas. Typiquement, c'est ça. En fait, ce sont des comportements de cache, même en hiver, où effectivement les oiseaux vont cacher la nourriture pour la déguster plus tard, au cas où la nourriture se fait rare. Donc vous pouvez même voir ce comportement à votre mangeoire. Impressionnant. Incroyable. Donc voilà, on est quand même sur des oiseaux qui ont une très bonne mémoire, qui sont intelligents et qui sont pas... Voilà, qui sont quand même quelque chose d'assez intéressant à observer à ce niveau-là. Et alors on s'est dit que les hybrides, peut-être, ce serait intéressant de regarder si on avait plus ou moins les mêmes capacités, ou pas du tout.
Donc on leur a fait passer des petits tests aux 2 espèces différentes et aux hybrides pour essayer de voir s'ils étaient capables de résoudre pareil des petits Intéressant. puzzles, voilà, ou s'ils étaient capables de se Ok. souvenir, s'ils avaient une mémoire aussi, aussi bonne que celle de leurs 2 parents, et notamment de la mésange qui vit le plus au nord, qui est la plus à même de cacher des trucs et qui a généralement la meilleure mémoire des 2. Et ben, il s'était dit que du coup, certainement l'hybride doit être un peu entre les deux, tu sais, 50-50, quoi. Mhm. Bah, pas du tout. En fait, c'est une autruche. Un peu. En fait, en fait, l'hybride, il est pas très très doué. En règle générale, ça marchait pas très bien les tests. Il y arrivait pas. Et donc, la recombinaison, non seulement elle fonctionne pas très bien au niveau physique, mais au niveau mental, c'est pas ça non plus. Aïe, aïe, Euh, aïe. ouais, donc en fait, il y a effectivement une grosse barrière entre ces 2 espèces. Et même si la reproduction arrive de temps en temps, entre ces deux groupes-là, finalement, les hybrides, même si ils sont fertiles en fait, certains d'entre eux sont fertiles et sont capables d'avoir une descendance derrière, et ben malgré ça, en fait, c'est pas du tout encouragé par la sélection parce que ces hybrides sont beaucoup moins doués pour survivre, et que ce soit de manière physique ou de manière euh, niveau réflexion et au niveau adaptation à l'environnement. Visiblement, ils sont pas les plus doués dans tout ça, donc en fait, les populations hybrides ne se développent pas tant que ça. À part à un endroit, et c'est là où c'est très très intéressant, c'est qu'en fait, certaines de ces zones où il y a les zones tampons entre les 2 espèces, certaines de ces zones sont des zones qui sont très anthropisées, avec des environnements qui ont été modifiés donc par l'homme pour soit replanter une forêt, soit parce qu'il y a Mhm. des villes qui y sont, bon bref, des choses qui ont été vraiment modifiées dans l'environnement, qui n'est plus du tout le même qu'avant. Et dans ces lieux-là, notamment les lieux où l'homme a replanté des forêts alors qu'il n'y en avait pas, il y a encore pas si longtemps que ça, et bien finalement, les hybrides sont beaucoup plus courants que les autres. Ah, ok. Et alors c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'homme, en agissant sur son environnement, en plantant des arbres par exemple, est tout à fait capable d'agir sur des populations comme les populations d'oiseaux qu'on va trouver autour de nous, de manière pas de manière pas du tout instinctive, on pourrait se dire, mais c'est Ouais, pas comme ça que ça fonctionne, indirect, parce qu'on n'a inconsciente, pas, ouais. voilà, indirect, on n'a pas vraiment conscience d'avoir un impact sur ces populations-là en plantant des arbres. Ben en fait, si, et l'impact, c'est qu'on va avoir plus d'hybrides entre ces 2 espèces. Et on ne sait pas exactement pourquoi et comment ça fonctionne, mais en tout cas, le Incroyable. fait est que dans ces zones-là, on a effectivement plus d'hybrides qui se développent que dans les zones où il n'y a pas trop de modifications anthropiques. Et Ok. c'est vraiment intéressant de voir cet impact que l'homme peut avoir en faisant des actions qui, de prime abord, n'ont pas l'air d'avoir tant d'impact que ça. Eh ben si, il y a des impacts qu'on n'a Incroyable. pas imaginés au départ. Waouh. Donc voilà. Eh ben, super étude. Je pense donc, du coup, certaines mésanges sont aussi intelligentes que des autruches, de ce que j'ai compris. Hélas. Hélas. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que, parce que tu dis que ces hybridations sont rares, sauf dans les milieux où l'homme a, va dire une certaine mainmise, est-ce que ça se confirme, j'ai envie de dire, dans les relevés d'observation, géographiquement, c'est vraiment des hybrides qui sont rares ou on a quand même des populations qui se sont établies Non, sur les ces hybrides sont endroits-là? assez rares, d'après ce Ok. qui se disait. Il y a des hybrides à la limite, effectivement, mais il y en a pas tant que ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe que dans un sens. C'est-à-dire que c'est les femelles d'une espèce qui vont se reproduire avec les mâles de l'autre, et ça va pas être dans l'autre sens. C'est marrant, hein? Ah, oh. Ouais, Ok. voilà. Donc une Euh, femelle trouve quelque chose d'attractif chez le mâle, oui, mais pas le mâle. non. Est-ce que ça pousserait les mâles à changer pour être plus attractifs pour les femelles, ça? Je sais pas, Peut-être. mais c'est les femelles d'une espèce. Les femelles de l'autre espèce, ça les intéresse pas du tout, les mâles de l'autre Ah espèce, ouais. en fait. Et c'est ça Ok. qui est intéressant. Et ils pensent que c'est une histoire de d'odorat, possiblement, ou de phéromones qui ne fonctionnent pas dans un sens et peut-être dans l'autre. Ils savent... Visiblement, c'était plus l'odorat, ils disaient. Hmm, Déjà, j'ai pas trop cherché de ce niveau-là, mais c'était ce qui était marqué dans l'article, donc je vais les croire sur d'accord. parole. Mais Voilà. ça me paraît pas idiot puisque
je crois que c'est un papier de 2022 qui parlait des moineaux domestiques, où effectivement l'odorat prenait une part assez importante dans le choix justement des mâles. Donc ça me paraît pas être une visiblement c'est ce qu'ils ont piste, fait, c'est ce qu'ils avaient fait avec les femelles des deux espèces pour voir lesquelles elles préféraient, et il semblerait que donc c'est les black caped, donc en français c'est les mésanges à tête noire femelles, qui ont un petit faible pour les mâles de l'autre espèce, alors que les femelles de la mésange de Caroline n'ont pas vraiment envie d'aller voir de l'autre côté. Voilà. C'est marrant, hein, ça va que dans un sens. C'est ça qui est intéressant. Donc, et c'est pas un problème de reconnaissance, c'est-à-dire que les femelles des deux espèces arrivent tout à fait à reconnaître leur propre espèce, et on peut s'imaginer que même si pour nous humains, en tant qu'observateurs humains, on a du mal à différencier les deux espèces, pour les oiseaux, surtout quand tu vois ta propre espèce, c'est quand même vachement plus simple de savoir qui est qui. À mon avis, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème de... Tiens, j'avais pas vu que c'était un mâle d'une autre espèce, en fait. Je me suis plantée. Non, ça m'étonnerait. C'était quoi les perspectives des scientifiques dans leur étude? Quelles études ils voulaient mener? Quelles pistes ils avaient de réflexion concernant cette étude? Parce que ça ouvre franchement beaucoup de portes, hein, j'ai l'impression. Après, il y a eu plusieurs études. Ça, c'est une conjonction de plusieurs études. Mais du coup, la première chose qui les intéressait vraiment, c'est que les hybrides, c'est pas quelque chose qui est inconnu dans le monde animal, et surtout pas chez les oiseaux. On a à peu près 16% de toutes les espèces d'oiseaux que l'on connaît qui sont capables de s'hybrider avec d'autres, ou qui sont déjà hybridés avec d'autres espèces d'oiseaux. Et 16%, c'est pas un petit chiffre. On est quand même sur quelque chose d'assez important. Ça veut dire que quand même, ça fait 16% de 10 000 espèces qui sont capables de se reproduire avec d'autres espèces. Après, c'est aussi intéressant de voir la notion d'espèce qu'on va poser là-dessus, c'est-à-dire est-ce que c'est une espèce géographique déterminée par des barrières physiques qui vont du coup l'empêcher de se reproduire avec ceux d'à côté, ou est-ce que, comme le cas de ces deux mésanges-là, on est sur des barrières plus génétiques qui vont mettre un frein à cette hybridation parce que les petits ne sont pas aussi fertiles ou ont des problèmes de survie, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de notions d'espèces qui sont un petit peu différentes, et du coup, c'est pour ça que le nombre d'espèces d'oiseaux va changer en fonction des années. On l'avait évoqué dans un autre épisode, il me semble. Donc ça aussi, c'était quelque chose à prendre en compte, mais quand même 16% de 10 000 espèces, c'est pas un petit nombre. Hein. C'est beaucoup. Absolument. C'est beaucoup. Tiens, le canard colvert, pour ne citer que lui, il est capable de s'hybrider avec une quarantaine d'autres espèces de canards. C'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. Donc c'est pas un petit événement dans le monde animal, c'est certainement pas chez les oiseaux. Et c'est pour ça qu'en fait ça intéresse beaucoup ces histoires d'hybridation, et savoir comment ça se produit, pourquoi ça se produit, et à quel niveau ça se produit, et quelles sont les conséquences derrière. Et donc tout ça, c'était vraiment les perspectives de l'étude. C'est vraiment arriver à comprendre, à mettre le doigt sur ces phénomènes et leur implication derrière. Et peut-être au niveau du changement climatique, mais là ça va encore plus loin, on sait qu'il y a des changements environnementaux qui se produisent, qui sont de plus en plus rapides. Est-ce que ces hybrides pourraient justement être une réponse à ces besoins d'évolution qui sont très 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 rapides en ce moment? Malheureusement, avec ces changements environnementaux, par exemple, le fait qu'on ait des environnements qui soient très très anthropisés, avec des oiseaux, des hybrides, donc qui soient plus présents dans ces milieux anthropisés que les autres finalement, ça veut peut-être dire que dans ces milieux-là, ces oiseaux-là, en fait, ils ont plus de chances de survie que les espèces originelles. Donc est-ce que il vaudrait pas mieux pour ces espèces finalement, vaudrait pas mieux, est-ce que la suite logique, si on continue à anthropiser les milieux, ce serait pas que justement ces deux espèces finalement se mixent, s'hybrident, pour arriver à avoir quelque chose qui soit plus résistant à ce changement d'environnement? Et peut-être que c'est ce qui va se produire, on n'en sait rien finalement. Voilà. On verra. On verra. Mais le fait est que ces deux espèces d'oiseaux, pour l'instant elles sont pas en danger ou quoi que ce soit, mais leur nombre diminue d'année en année, ça comme beaucoup d'espèces malheureusement, et donc peut-être que la réponse pour la protection de ces espèces, c'est simplement d'arriver à avoir des hybridations qui nous permettent au moins de sauvegarder certains de ces animaux, quels qu'ils soient.
passe désormais du coup au manchot antipode. Voilà, élu oiseau de l'année de la Nouvelle-Zélande 2024 par un jury de professionnels. Non, c'est par... combien de personnes ont voté 52 000 votants. Ça fait quand même pas Beaucoup, mal, hein. quand même. Ouais, ça fait beaucoup. Et ils ont Alors, pas, grosso modo... Ils ont pas pris ouais. le kiwi, je suis étonnée. Ça change tous les ans. Une année... le manchot antipode avait déjà été élu en 2019. Voilà. Pour te donner une petite idée. Donc, ouais. Alors, le manchot antipode, qu'est-ce que c'est ? C'est un manchot qui est passé à la machine à laver, on peut dire ça, parce qu'il est tout palo, il est tout, voilà, c'est. Pauvre bête. Alors, on se moque de lui, mais il fait quand même partie des espèces de manchots les plus rares au monde. C'est un oiseau qui est classé en danger critique d'extinction. Il y a entre 4000 et 5000 individus restants qui se situent en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud, mais aussi sur quelques autres îles annexes. Et ce sont des effectifs qui se sont effondrés de 80% en 15 ans. Eh ben. Incroyable, hein. 18% l'année dernière, selon un article de la BBC que j'ai pu trouver. Alors pourquoi ? Bah, tout simplement... parce que la recherche de proie est plus difficile, parce que les oiseaux sont parfois pris dans des filets de pêche, parce que les oiseaux sont vulnérables à des maladies, et parce que les oiseaux sont vulnérables à des prédateurs introduits en Nouvelle-Zélande, comme les chats, les chiens, les furets et plein d'autres trucs qui ne sont pas endémiques de la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc notre cher manchot a gagné par 6328 voix, bravo à lui. C'est un concours qui est organisé depuis 2005 par Forest and Bird. Il est suivi par le gouvernement néo-zélandais. Voilà. Et l'objectif du concours, c'est de sensibiliser le grand public à la situation de certains oiseaux du pays. Voilà. Donc pour ça, il y a toute une campagne qui est organisée, les villes se mobilisent, des personnalités politiques se mobilisent, des personnalités publiques se mobilisent pour faire gagner leur oiseau préféré. Et pour la petite anecdote, on a créé une bière en hommage au manchot antipode. Est-ce qu'on leur a proposé de la goûter au moins pour qu'ils valident, parce que... Je ne sais pas. Je ne sais honnêtement pas, mais en tout cas, on leur a proposé, donc une bière, et visiblement, la bière a attiré au-delà des frontières, puisque le concours est national et même international. Mais je vais revenir sur l'année 2023, Sophie, si tu me permets, parce qu'elle fut particulière cette année, parce que en 2023, on n'a pas élu uniquement l'oiseau de l'année en Nouvelle-Zélande, on a élu l'oiseau du centenaire de la Nouvelle-Zélande. Ah ouais. À ton avis, Sophie, quel oiseau a remporté la victoire ? Vous pouvez aussi jouer, chers auditeurs et chères auditrices, à essayer de trouver l'oiseau, qui est un oiseau que vous connaissez si vous avez quelques bases en ornithologie. L'oiseau qu'on connaît si on a quelques bases. Le centenaire de la Nouvelle-Zélande ? Le kakapo ? Non, pas le kakapo. Pas le kakapo. Du coup, le kiwi, non ? Non, le kiwi a fini 2e. Ah, j'étais pas là. Le moa ? Non, je sais même pas s'il était classé. Parce que du coup, pour un centenaire, on aurait pu se dire les vieilles espèces, tout ça. Mais le nom de l'oiseau va te surprendre, puisque c'est un oiseau qu'on peut voir aussi en Europe. Ah, c'est un oiseau qu'on peut voir en Europe aussi. Ah, c'est marrant ça, ouais, absolument. Est-ce que ce serait pas un oiseau de proie ? Non. C'est pas un oiseau de proie. C'est pas un oiseau de proie. Est-ce que vous l'avez, vous, de votre côté, auditeur, auditrice ? On vous invite à noter la réponse dans les commentaires et à revenir. Un oiseau d'eau, Sophie. Un oiseau d'eau. Un oiseau d'eau. Un albatros ? Non. Non ? Non. Un oiseau qui danse. Un oiseau qui danse. Ah. Un grèbe ? Exactement, le grébupé. Ah. Grébupé de Nouvelle-Zélande qui a remporté la victoire, qui est nommé Puke-Titike. Ça c'est un nom intéressant, effectivement. dans la langue néo-zélandaise que j'espère je prononce bien.
Alors, c'est un oiseau qui peut paraître particulier, parce que du coup, tu m'as cité le kiwi, tu m'as cité le kakapo, t'aurais pu me citer le kea, t'aurais pu m'en citer plein d'autres. Mais bon, le grèbe huppé, c'est surprenant quand même de voir remporter cet incroyable classement. J'avoue. Eh ben, en réalité, le grèbe huppé, il a bénéficié d'un appui colossal, celui de John Oliver, qui est un comédien anglais, qui était venu dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, déguisé en grèbe huppé. Ah oui, bon, d'accord, oui, bon, à ce niveau-là, oui, c'est sûr. La séquence est à retrouver sur YouTube, si vous voulez aller la voir. Et il disait, écoutez, comme c'est un sondage international, votons à l'international. Donc résultat, il y a eu 350 000 votants, dont 290 000 pour le grèbe. Voilà. Il y a eu tellement de votants qu'il y a eu 2 jours de retard sur le sondage. Ah, quand même. Oh mince. Et le kiwi a fini 2e avec 12 900 voix. Voilà, pour te donner une petite idée. Et donc, ça a créé une petite polémique, parce que du coup, les résultats avaient été un petit peu pipés, etc. Autant que c'était l'oiseau du centenaire. Donc du coup, voilà, il a fallu un petit peu plus recadrer cette histoire cette année, et c'est donc le manchot antipode qui a remporté ce magnifique trophée de l'oiseau de l'année néo-zélandais en 2024. Et c'est vrai qu'on n'a pas ça, nous, en France. Je sais pas si vous avez ça en Afrique du Sud. Des petits concours comme ça. Ouais, oiseau de l'année. Non, écoute, il y a un oiseau officiel, représentatif de l'Afrique du Sud, mais après, l'oiseau de l'année, bof. La LPO du coin, chaque année, décide de quel oiseau sera l'oiseau de l'année, mais généralement, c'est en fonction des programmes de conservation qui vont avec. Mais je crois que la LPO française, du coup, donc la LPO du coin, mais du coin de France, oui. organise aussi les sondages un peu de cette manière-là, en disant, mais je crois que la pie-grièche grise, par exemple, avait été oiseau national en 2019, parce qu'il y avait un programme de conservation dessus, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est souvent comme ça. Donc voilà. Et souvent, comme je l'ai dit, le prix change régulièrement. Je crois qu'en 2022 ou 2021, c'était le kakapo. En 2021, ça devait être le kea. Et puis voilà. En Australie, ils font aussi ça. On avait parlé du cassican flûteur dans un épisode. Oui. Il avait été élu oiseau de l'année il y a quelques temps. Voilà. Alors que pourtant, il cause bien des soucis aux personnes chauves et aux cyclistes. Oui, c'est vrai. L'anecdote était terrible. J'avais adoré. Incroyable, hein. C'est sur cette anecdote fracassante que nous allons nous quitter, Sophie. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Eh ben non, merci à toi, comme d'habitude. Où est-ce qu'on te retrouve, Sophie, sur les réseaux ? Eh bien, comme d'habitude, sur Twitter, @leplumieux, sur Instagram, @leplumieux aussi, sur YouTube, à Entracte Science, voilà. Et vous nous retrouvez bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming, sur tous les flux de podcasts, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict, blablabla. Vous nous retrouvez également sur YouTube si vous avez des questions, si vous avez voulu participer à notre jeu qui consistait à retrouver le nom de l'oiseau. C'était avec grand plaisir. On espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Si c'est le cas, félicitations à vous. Vous aurez le droit à un nouvel épisode la semaine prochaine du Courrier de la Sterne. D'ici là, portez-vous bien, salut à tous et salut à toutes. À plus.